Merci de cette invitation. Je vous dois des excuses parce que j'imagine que vous n'allez pas apprendre grand-chose, étant convaincu, comme vous l'êtes, de la nécessité d'implémenter un certain nombre de gestes, ou plutôt de connaissances écologiques dans la gestion forestière. Mais je voudrais regarder un petit peu avec vous à quel point l'arbre cache en fait une forêt d'interaction. Alors, on va regarder ça à l'aide de quelques grandes idées. Et vous vous doutez bien qu'effectivement, comme mes équipes de recherche travaillent sur les mycorhizes, c'est un peu par ça qu'on va commencer. Le premier point que je voudrais développer, donc, il consiste à s'enterrer par rapport à l'image que vous avez à l'écran et aller voir ce qui se passe dessous. Ce qui se passe dessous est souvent vital, comme en témoigne ce qui s'est passé lorsque les Européens sont arrivés en Afrique ou en Amérique du Sud. Ils ont voulu planter des pins, parce que les pins, ça pousse partout, c'est pionnier, et en plus, ça fait un bois avec une belle fibre imprégnée de résine qui était exactement ce qu'il fallait pour réparer les bateaux qu'ils amenaient. Eh bien, les pins qui, chez nous, et dans toutes les régions en verre où ils poussent, dans l'hémisphère nord, poussent absolument partout, très vite. Eh bien, ils ne poussaient pas. Quand on a planté des graines, ces graines, soit elles germaient et elles crevaient, soit elles végétaient sans grandir jusqu'à 15-20 ans avant de mourir. En fait, nos anciens, parce que ça se passe au XVIIIe, ne se sont pas démontés, ils ont introduit des plants déjà enracinés, déjà développés. Et ces plants qu'ils ont amenés en pot, en fait, ont été une façon d'amener les champignons qui interagissent avec les racines. Vous pouvez voir déjà ici ces abondants filaments de champignons qui s'acoquillent nos racines ponctuellement. Et ce type d'interaction qu'on appelle une mycorhize, en fait, eh bien, il s'est avéré, alors même que chez nous, il s'opère spontanément et donc tout se passe bien toujours, il s'est avéré en fait vital. Ce que la fréquence et l'abondance des champignons chez nous cachaient, c'est que sans champignons, il n'y a pas d'arbre. Et j'insiste, je répète ça, il n'y a pas d'arbre. Et ce n'est pas parce qu'effectivement, chez nous, ce n'est pas limitant que c'est pas moins vrai. Cette association, c'est donc quelque chose qu'on appelle la mycorhize et qui associe du champignon à de la racine. Je vous en montre ici une très très belle, sur un pin dans le sud de la Chine, où on a ici un champignon, un scléroderme jaune, qui est en train de ganser complètement une prolifération racinaire, car très souvent, le champignon en s'installant provoque par la synthèse d'auxine une prolifération des pointes racinaires et une réitération de l'interaction. En coupe transversale, on voit très bien qu'il y a une chaussette de champignons autour de la racine, avec du champignon, des filaments de champignons qui pénètrent à l'intérieur de la racine, donc entre les cellules les plus corticales. Il y a donc des épousailles étroites, très très étroites, parce qu'on sait aujourd'hui que les deux partenaires sécrètent des petits peptides, des toutes petites protéines qui pénètrent dans l'autre partenaire et qui régulent très finement le fonctionnement des cellules. C'est donc plus qu'une chimérisation, c'est plus qu'un mélange cellule à cellule, c'est même un mélange biochimique qui s'opère entre les partenaires. Alors l'interaction, en fait, elle est très simple, que les arbres, depuis des millions d'années, si ce n'est des centaines de millions d'années, n'ont jamais exploité eux-mêmes le sol, ils l'exploitent par le biais de champignons. Et inversement, ces champignons-là, d'ailleurs, ne vivent pas sans les plantes, sans les arbres en particulier, parce que c'est leur seule source de carbone. Donc on le voit, l'alimentation de la plante au niveau du sol repose sur une présence microbienne, sur une présence fongique qui est absolument nécessaire, mais qui est réalisée la plupart du temps, ce qui ne veut pas dire, et je vais y revenir tout à l'heure, qu'on ne peut pas l'optimiser. Bon. Alors, cette présence de champignons, elle a aussi un autre rôle. Vous comprenez que pour ces champignons, la santé de la racine est devenue quelque chose de vital, puisque c'est là qu'ils s'approvisionnent en carbone, sur la base en fait des photosynthétas de la plante. Et donc, on observe qu'au cours de leur évolution, ils ont empilé tout un tas de caractéristiques qui leur permettent d'être bénéfiques à la santé de la plante et notamment à la santé de la racine. Mais c'est assez logique d'un point de vue évolutif, puisque ce qui fait la santé de la racine leur permet de manger mieux, de se nourrir mieux. Alors, je voudrais revenir par exemple sur le caractère calcicole de certaines espèces comme l'eucalyptus. Bon, l'eucalyptus, il ne grandit pas le mieux là où il y a du calcaire, mais il le supporte bien. Quand on élève des plants d'eucalyptus, vous voyez, en noir, en haut, en présence de champignons mycorhiziens, et avec ou sans calcium, on s'aperçoit que la croissance est un tout petit peu réduite par le calcium, mais pas grandement. L'eucalyptus est calcicole. Bien.
Maintenant, regardez les deux courbes du bas. Les deux courbes du bas, ce sont des plants qui ne sont pas mycorhizés en absence ou en présence de calcium. Alors on voit que quand il n'y a pas de mycorhize, et en l'absence de calcium, c'est la courbe avec des cercles, eh bien ça pousse 2 fois moins bien. Bah oui, ça mange moins bien. Un arbre sans mycorhize, ça ne se développe pas très bien. Mais la tendance est à l'effondrement total de la croissance quand il y a du calcium et pas de mycorhize. Là, ça pousse 10 fois moins bien que s'il y a des mycorhizes. Et en fait, ça veut dire une chose. C'est que les arbres qui forment ces mycorhizes avec un abondant mycélium en surface n'ont pas vu le sol depuis des millions d'années. Ils ne le voient pas. Ils ne le touchent pas non plus. Ils sont toujours protégés, soit par de l'écorce, pour des racines plus âgées, soit pour les pointes racinaires les plus jeunes, par un manchon de champignon. Et donc, ils n'ont jamais été confrontés directement au calcium. Alors, que fait le champignon? D'abord, effectivement, il fait une chaussette autour de la racine, mais il y a mieux. Cette chaussette est le lieu d'un efflux massif de calcium. Donc, le calcium est rejeté dehors. Mais en fait, autour de la racine, dans la rhizosphère, il se produit une autre réaction qui va, en fait, inerter le calcium. Les filaments du champignon émettent de l'oxalate qui précipite sous forme d'oxalate de calcium dans la rhizosphère. Et le calcium n'est plus biodisponible, il n'est plus libre de recirculer vers le champignon et vers la racine. En d'autres termes, par cette stratégie d'efflux et de piégeage qui rend non biodisponible le calcium, eh bien vous avez un moyen de protection qui est en fait le biais par lequel la plante est calcicole. Et vous voyez que c'est un abus de langage souvent que de dire qu'une plante est calcicole. C'est son association avec les champignons du sol qui l'est. Voilà donc cette association qui, vous voyez, est à la fois protectrice et nutritive. Je pourrais vous donner des exemples aussi de protection contre des stress biotiques, contre des maladies. Évidemment, ce n'est pas du 100%, mais ça améliore les défenses naturelles de la plante. Et de ce point de vue-là, cette ectomycorhize que nous avons sur nos arbres forestiers, ce type de mycorhize à manchon, eh bien, c'est quelque chose qui est à la fois une symbiose nutritive et protectrice. Il n'est pas certain que tous les traitements forestiers soient compatibles avec cette mycorhisation. Lorsqu'en particulier vous avez un stade du cycle sylvicole où il n'y a plus d'arbres, et même s'il y a éventuellement des herbacées qui n'ont pas les mêmes mycorhizes, ça ne changera pas l'idée que si à un moment vous n'avez plus d'arbres, vous ne nourrissez plus ces champignons et ils meurent, car pour eux aussi l'association est nécessaire. Je vous montre maintenant quelques images d'un travail qu'on a fait il y a quelque temps déjà dans la forêt de Puy-Chabon, pas très loin de Montpellier, où c'est une forêt qui est menée en taillis. Alors le taillis, c'est... Bon, il y a une interruption effectivement de la végétation pendant quelque temps, mais il n'y a pas mort d'arbres. Et néanmoins, vous voyez que 6 ans après coupe, dans le témoin, eh bien, vous avez une diversité de champignons mycorhiziens sur les racines qui est assez grande. Et dans la zone où vous avez fait une coupe, eh bien, vous n'avez que quelques groupes qui persistent, notamment les truffes d'ailleurs, et ça explique comment la régression du taillis en zone méditerranéenne contribue à la régression de la trufficulture, ou en tout cas de la production de truffes spontanées, mais c'est une autre histoire. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de diversité de champignons qui a disparu. On ne sait pas encore exactement donner une diversité fonctionnelle à cette diversité taxonomique. Mais ce qu'on voit, c'est que même un taillis, au moment du taillis, c'est quelque chose qui menace la diversité des champignons associés aux racines. Alors, là, je vous sors une diapositive qui est une diapositive collector, qui sort de ma thèse, donc effectivement réalisée à Nancy, pas très loin de l'école forestière à la fin des années 90. Alors, à ce moment-là, effectivement, on plante beaucoup de Douglas. On verra tout à l'heure que c'est peut-être pas forcément une bonne idée, mais on plante beaucoup de Douglas. Et comme le Douglas vient d'Amérique et qu'il n'a pas forcément de très bons contacts, ou en tout cas, il n'est pas forcément un très bon exploitant des champignons mycorhiziens d'Europe, on a développé, l'INRA a développé l'inoculation par un laccaire bicolore américain, la souche S238N. Alors vous voyez que là, après une transplantation qui a eu lieu en 86, en forêt, on regarde la croissance d'arbres qui sont soit issus d'un sol désinfecté, un sol de pépinière qui a été juste désinfecté, un sol de pépinière qui n'a pas été désinfecté et qui est donc pourvu de ces champignons mycorhiziens spontanés. Et on voit que de ce point de vue-là, les deux traitements, eh bien, en jaune et en bleu,
ça grandit à peu près pareil, tout ça s'est remycorhizé comme il a pu à un moment donné. Et puis on a ces plants issus de sols désinfectés et inoculés avec une souche que l'INRA avait soigneusement choisie pour ses effets sur la croissance du Douglas. Et vous voyez que là, on a 10% de hauteur en plus. Donc on sent bien qu'en réalité, il y a certains champignons qui sont potentiellement bénéfiques pour certaines espèces et on a intérêt à laisser l'arbre avoir accès au maximum de diversité pour qu'il ait effectivement, notamment accès aux champignons les plus favorables. On voit très bien, par exemple, que pour le Douglas, il y a des champignons de son aire d'origine qui lui sont plus favorables que ceux de l'aire où il est. Et quelque part, on peut pressentir, d'une part, qu'il y a dans la mycorhisation une façon de limiter le temps où on doit dégager les arbres de la végétation environnante, et aussi un levier éventuel pour améliorer la croissance en s'assurant qu'on a les bons champignons si jamais on veut commencer à faire des interventions en pépinière. Alors maintenant, venons-en au milieu naturel. Voilà des manips sur le chêne rouge. Alors, bon, c'est des manips qui sont faits en Amérique du Nord. Et on regarde le pourcentage de germination qui sont mycorhizés dans des circonstances. Alors, il y a deux séries expérimentales. Une expérience 1 où on regarde les résultats à 4 mois et 16 mois, puis une expérience 2 où il y a un troisième traitement, vous allez voir. Alors, on regarde le pourcentage de racines mycorhizées quand il n'y a pas d'adultes en bleu ou quand il y a autour des adultes en jaune. On voit que quand il y a des adultes, c'est plus mycorhizé et on comprend ce qui se passe. Quand il y a des adultes autour, eh bien, ces adultes nourrissent des champignons et en fait, vos plantules se connectent à des champignons prépayés, c'est-à-dire établis par les adultes. Parce qu'il n'y a pas eu de rupture générationnelle, il n'y a pas eu, à un moment, plus d'arbres pour nourrir les champignons. Il y a des arbres qui nourrissent des champignons et ça colonise les adultes. Alors, on pourrait se dire que l'adulte, par un tour de passe-passe, par le réconfort qu'il amène dans la grande entraide que les arbres en forêt, parce que vous savez, maintenant, la forêt, c'est une histoire entre nos collègues canadiens et nos collègues allemands, on a une grande romance sur la forêt. Une grande entraide, des pouponnières, des maisons de retraite, des hôpitaux entretenus avec l'aide des champignons. Bon, alors qu'une forêt, quand même, c'est celui qui arrive le plus haut qui gagne, c'est quand même une cathédrale de compétition. Heureusement, parce que sinon on n'aurait pas de bois. Bon, enfin donc, dans ce grand roman, il y a une chose qui est vraie, c'est que quand les vieux nourrissent des champignons, les jeunes peuvent les chipper. Et je ne suis pas sûr que ce soit de l'entraide, c'est juste un truc qui peut précipiter, je pense, le renouvellement générationnel. Quel que soit le motif philosophique que l'on tisse derrière, fût-il naïf ou aussi acide que le constat d'une compétition en forêt, on voit qu'il ne suffit pas qu'il y ait un vieux mort pour que ça marche. C'est bel et bien le fait qu'il y ait des vieux vivants qui permettent aux jeunes d'être plus mycorhizés. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que ça donne en termes de croissance? Parce que finalement, les mycorhizes, on s'en fiche. En forêt, ce n'est pas ça qu'on produit. Qu'est-ce que ça donne en termes d'azote ou de phosphate? Ça donne une bonne nouvelle, congruente pour le coup à l'intensité de mycorhisation. C'est que quand c'est plus mycorhizé, ça se nourrit mieux. Et voilà. Et alors là, j'aimerais tirer une règle générale puissante qui sort de l'analyse des mycorhizes et des écosystèmes forestiers tempérés et tropicaux ces dernières années. Dans les systèmes mycorhiziens tempérés, de la forêt tempérée, il y a un effet de favorisation de l'installation de l'espèce quand quelques individus sont arrivés parce qu'ils nourrissent des champignons qui vont permettre à l'espèce de s'installer encore mieux après. C'est ce qui fait des forêts oligospécifiques. Ça ne marche pas du tout comme ça dans les forêts tropicales, où là, en fait, l'arrivée de quelques individus va plutôt favoriser les maladies de l'espèce et ensuite freiner l'installation de l'espèce, tant et si bien qu'on peut avoir plusieurs espèces occupant la même niche écologique. Ça s'appelle l'effet Janssen-Connell et ça donne les forêts hyper diverses des tropiques. Mais chez nous, nos espèces forestières, c'est des espèces qui s'auto-amplifient. Et alors, quand vous les coupez avant d'en replanter, vous perdez cette capacité typique des essences forestières de la zone tempérée à s'auto-amplifier. Et c'est ce que raconte cette image. Regardez ce qui se passe quand il y a un mort ou personne. Bien, alors, voilà, c'est le passage de relais. Et le passage de relais, ça se fait mieux avec une superposition des générations. On peut appeler ça une forêt irrégulière, mais c'est un passage de relais. Bien, donc j'ai lourdement insisté sur les mycorhizes et maintenant je vais me hisser hors du sol
toujours avec la même forêt. Et enfin, regardez les troncs, puisque c'est des troncs que nous produisons la plupart du temps, en plus du plaisir et des produits marginaux de l'écosystème forestier. Alors ces troncs, là, ils ne choquent personne, ils sont tout droits hein, et sans branches. Et quand même, c'est choquant. Parce que l'arbre, ça a été un arbuste, puis un jeune arbre avec des branches dès la base. Et alors souvent, quand on fait des exposés au grand public, on est aussi obligé de dire que l'arbre ne se développe pas comme un parapluie qui s'ouvre, il ne se développe pas par en dessous, il se développe par en haut. Et donc, quand il a grandi, il devrait rester toutes ces branches basses, et même là, quand le tronc mesurera 50 cm de diamètre, il devrait encore y avoir ces branches, même si elles n'ont pas grandi, et même si elles sont mortes. Où sont passées les branches qui d'ailleurs restent tout à fait quand un arbre se développe en plein air? Où sont-elles? Alors, des fois, on peut les voir, et c'est pas beau. De nouveau, une image d'introduction. Je suis breton, et ma famille a vécu le remembrement des années 60-70, et on a planté des cupressus et des pins insignis, issus de Californie, qui étaient offerts quand on remembrait. Et alors, évidemment, dans la famille, comme on est prévoyant, on s'est dit, tiens, on va garder quelques plants, on va faire une forêt. Ça montre d'ailleurs à quel point, quand on est d'ascendance agricole, il ne vaut mieux pas s'imaginer forestier. Nous fîmes une forêt. Effectivement, on voit très bien que les branches basses, elles meurent ou elles sont moribondes parce qu'il n'y a pas de lumière. Ça, c'est sûr. Mais elles sont là. Elles restent. Où sont-elles normalement? Eh bien, c'est simple. Normalement, pour les essences indigènes, et d'ailleurs pour les pins insignis, les Douglas ou les cupressus dans leur aire d'origine, il y a des champignons qui boulottent ces branches, qui sont soit des saprophytes, qui s'attaquent à ces branches lorsqu'elles sont mortes, soit des parasites de faiblesse qui les attaquent parce que, ma foi, elles n'ont plus beaucoup de lumière et leur métabolisme est un petit peu réduit. Ça s'appelle de l'élagage naturel. Et l'élagage naturel, c'est une histoire de champignons. J'ai un petit Tirpex qui est en train de fructifier ici. Alors, je ne vous fais pas toute ma diapothèque d'agents d'élagage, mais le fait est qu'après cet élagage, évidemment, le champignon remonte jusqu'au tronc, mais il ne peut pas rentrer dans le tronc. Ce ne sont pas des pourritures de cœur, ce sont des champignons qui ont besoin de beaucoup d'oxygène pour se développer. Donc là, ils ont sporulé entre-temps et ils disparaissent bel et bien quand la branche tombe. Et petit à petit, le cambium referme la cicatrice. Et ça permet d'avoir, petit 1, refermer le point d'accès qui pourrait être le point d'entrée pour des pourritures de cœur, et petit 2, ça permet de faire une fibre continue, droite, qui n'englobe pas des branches moribondes ou mortes, et qui a donc une résistance mécanique plus grande. D'un point de vue de la résistance mécanique et d'un point de vue phytosanitaire, ce que je viens de décrire, c'est des champignons qui sont des mutualistes, même si au niveau donc totalement bénéfiques pour la plante, même si, quand vous regardez leur fonctionnement, vous pouvez les appeler des décomposeurs ou des parasites de faiblesse. Ça, c'est à l'échelle du tissu. Mais à l'échelle de l'arbre, c'est bel et bien un agent de santé. Et à l'échelle du forestier, regardez, là, il y a une jolie cicatrisation qui s'est opérée. À l'échelle du forestier, c'est ce qui permet de produire du bois. Parce que s'il y avait toutes les branches qui restaient, ce ne serait pas très très joli comme produit à la commercialisation. Bon, voilà que l'arbre nous apparaît être une sculpture de champignons, et que la pratique des têtards et de la taille des arbres dans les jardins est reléguée à la vague imitation par l'homme d'un procédé ancien pratiqué par les champignons qui donne leur forme aux arbres en forêt et qui permet l'existence de ce que nous appelons un tronc. Mais attention, gardez en tête qu'ils sont souvent spécifiques et que chaque espèce a ses élagueurs naturels et que quand on sort de l'aire d'origine sans les élagueurs naturels, ça arrive même à l'épicéa en plaine, ça peut se passer moins joliment. Alors, toujours sur cette image, je vois moi une autre symbiose. Alors, il faut regarder de très près, il faut s'approcher des feuilles. Et les feuilles des arbres tempérés, alors ça c'est encore une jolie symbiose parce que pour le coup, ce lien que je vais vous montrer, il a émergé chez plein d'espèces d'arbres des régions tempérées, pas trop tropicales, quelle que soit leur famille. C'est une évolution convergente absolument prodigieuse. Alors, vous aurez repéré, je pense, qu'à l'aisselle des nervures, à la divergence des nervures secondaires, voire tertiaires, vous avez très souvent des touffes de poils. Et une simple loupe vous permettra de voir souvent qu'il y a dedans des acariens. Alors là, c'est sur du chêne rouge en Amérique, cette image-là, et là, il y a beaucoup d'acariens, il y a même, regardez, toutes leurs exuvies, là, quand ils pèlent, quand ils perdent leur peau, ils la laissent là. Dans ces touffes de poils, eh bien, il y a souvent des acariens, et donc c'est des petites logettes qu'on appelle des domaties, du nom générique qu'on donne à toutes ces creux dans les tiges, ces plis dans les feuilles, c'est tout et n'importe quoi qui abrite
des arthropodes. Et ces domaties, des arbres tempérés, attirent les acariens, et ces acariens, quand ils sortent manger, parce qu'ils ne sont pas phytophages, hein, eh ben, ils vont se balader et chercher des germinations de spores, ou encore d'autres acariens, mais ceux-là phytophages, qui vont dévorer. Donc ces acariens sont soit mycophages, soit prédateurs d'autres acariens, et ils protègent la feuille. Alors, une première manip que je vous propose, bon, c'est réalisé sur une liane, mais c'est sur une vigne, c'est de boucher les domaties. On voit très bien que quand les domaties sont bloquées par de la cire, eh ben, il y a moins d'acariens qui viennent. Les acariens sont bel et bien recrutés par la capacité ou par l'opportunité de se protéger dans les domaties. Bien. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait d'avoir des domaties? Alors voilà une expérience qui est faite sur quelque chose qui n'est pas vraiment un arbre de nos régions, mais les arbres de nos régions, ils ont tous des domaties, donc on ne peut pas leur en rajouter qu'ils n'auraient pas déjà. C'est fait sur du cotonnier. Et sur du cotonnier, on peut rajouter des toutes petites touffes de coton sous les feuilles. Le cotonnier, c'est un arbuste tropical, donc il n'y a pas de domaties à acarien. On peut rajouter des domaties à la main. Et on s'aperçoit que quand on a rajouté des domaties par rapport aux témoins, alors d'abord, je vous passe les détails, mais c'est colonisé tout de suite par des acariens. Et quand on regarde par rapport aux témoins, on s'aperçoit que vous avez 12% de fruits en plus. Et ces 12% de fruits en plus, c'est juste l'économie de carbone que représente le nettoyage, le brossage de la feuille par l'acarien. Alors c'est une symbiose discrète, elle n'empêche pas éventuellement les maladies de se développer. Moi j'en vois des acariens comme ça sur des feuilles de chêne où il y a de l'oïdium. Mais néanmoins, elle augmente la barrière à l'accès des pathogènes. Et ça, c'est une chose, c'est une protection qu'on a sur les feuilles et qui, là encore, est quelque chose de pas toujours visible à l'œil nu, alors que pour le coup, c'est sans doute une des symbioses les plus visibles pour le forestier. Je ne sais pas si... On va faire l'expérience, on va voir si je parle pour rien ou si je parle pour quelque chose. Qui, en dehors de ceux qui ont eu la malchance d'avoir à peu près le même exposé il y a un mois à Avignon, alors ceux-là, ils ne jouent pas. Qui connaissait cette association avec des acariens des feuilles? C'est vrai? Si peu? Ah. Non, mais alors c'est marrant, hein, parce que pour le coup, en plus, c'est très visible. Alors, bon, je vous encourage à vous acheter une loupe si vous n'en avez pas déjà et à aller voir ça. Ok, alors vous me direz, c'est toujours la même forêt, mais elle commence à être beaucoup plus habitée qu'elle ne le serait qu'avec des arbres. Alors, je vais terminer avec l'idée que dans cette forêt, eh bien, il y a aussi des feuilles mortes. Voilà, les feuilles mortes, vous allez voir, c'est la vie. Et les feuilles mortes, elles sont brunes. Souvent, mes étudiants m'ont demandé pourquoi les feuilles étaient brunes. Et c'est vrai qu'il faut être jeune pour se poser une question comme ça. Parce que quand on est vieux, on a l'habitude que les feuilles soient brunes et on ne réalise pas du tout ce que ça représente. Je dois à François Toutain, que nous avons perdu il y a quelque temps, qui était un remarquable pédologue nancéen, de m'avoir largement donné la clé, la solution à cette énigme. Cette énigme, c'est juste que, en réalité, les tanins normalement stockés dans la vacuole sont, lors de la sénescence cellulaire, libérés et réagissent avec ce qui reste de la cellule. Les tanins se lient fortement aux protéines, n'est-ce pas? C'est le principe du tannage des cuirs, mais ils se lient aussi un petit peu à toutes les autres molécules chimiques, et l'ensemble photoactivé par la lumière va donner une espèce de grosse molécule irrégulière avec des liens chimiques dans tous les sens, ce qu'on appelle un pigment brun. Et vous voyez ces gouttelettes brunâtres là, qui sont les restes. Alors, les restes cellulaires, c'est-à-dire que ça, ce qui est brun, là, c'est là où il y a tout l'azote et tout le phosphate des déchets végétaux. C'est bien sûr ni dans le bois, ni dans la paroi des cellules végétales qu'on va trouver ces ressources-là. Ces pigments bruns, dont la couleur, en fait, vient du brunissement par oxydation des tanins, exactement comme quand on coupe une pomme, par exemple. Hein. Ces pigments bruns, qui sont donc dans les cellules, ici, des molécules extrêmement difficiles à attaquer, parce qu'il y a des liens chimiques dans tous les sens. D'ailleurs, regardez, aux électrons, c'est complètement opaque sur cette micrographie électronique. Mais il y a quand même des gens qui arrivent à le dégrader, c'est les champignons. Les champignons ont des systèmes de radicaux libres qui peuvent arriver à bout de ces polymères non répétitifs qui sont un peu un casse-tête chimique. Il n'y a pas une enzyme qui peut manger ça. Les enzymes, elles découpent des molécules répétitives, comme des protéines ou de la cellulose. Ça, c'est comme la lignine, hein, c'est pas une molécule répétitive, ça se casse avec des radicaux libres, et les champignons sont tout à fait capables d'émettre des radicaux libres qui dissocient ça et libèrent l'azote et le phosphate. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est de là qu'on recycle la fertilité forestière. Et ces pigments bruns ont un autre avantage, c'est que tant que c'est pas recyclé, c'est pas soluble.
Donc c'est un blocage de l'azote et du phosphate qui va permettre que ce ne soit pas lessivé, notamment quand il y a un hiver, et puis qui, quand la saison est de nouveau acceptable pour la vie microbienne, eh bien ces réserves d'azote et de phosphate vont être lentement libérées et à un rythme qui est celui où les racines peuvent le prélever. Vous comprenez au passage pourquoi, à l'automne, les arbres, et que les arbres, rajoutent des tanins dans leurs feuilles, ce qui les rend rouges ou jaunes, c'est que c'est une façon de s'assurer qu'il y aura vraiment du pigment brun en quantité et que tout ce qu'ils n'auront pas recyclé, récupéré des feuilles, sera piégé dans les sols jusqu'à ce que ce soit libéré par l'activité microbienne l'année ou les années suivantes. Mais je vais vous dire, il y a plus. En fait, on est souvent étonné de trouver des mycorhizes dans la litière, dans la pure matière organique. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on montre aux étudiants en général, parce que c'est les plus belles, elles se dégagent très bien. Il n'y a pas de l'argile qui colle partout, des choses comme ça. Et, en fait, certains champignons mycorhiziens ont gardé, semble-t-il, la capacité d'attaquer ces pigments bruns. Pas comme source de carbone, ils restent dépendants de l'arbre pour le sucre, mais comme source d'azote et de phosphate. Ce qui veut dire que faire des pigments bruns, c'est nourrir ces champignons mycorhiziens. Et donc soi-même, en azote, en phosphate. Évidemment, tout ça, ça marche pas avec des essences introduites. Et vous voyez les paquets de matière organique pas décomposée qui s'accumulent sous les espèces introduites, comme l'eucalyptus. Si vous avez visité les eucalyptus dans leur aire d'origine, ça ne se décompose pas très vite, mais ça se décompose quand même beaucoup plus. Et les décomposeurs, ils ont aussi une petite dimension spécifique de qui ils décomposent. Il y a des généralistes, mais le maximum d'efficacité, on l'a quand on a les spécialistes. Voilà, alors je vous ai ici décrit une forêt où il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont quand même à l'œuvre dans la nutrition de la plante, dans le recyclage, on vient de le voir, ou dans la protection de la plante, et qui sont des auxiliaires qu'on voudrait pouvoir mobiliser et dont on veut, en tout cas, à tout le moins, assurer la persistance d'une génération à l'autre. En fait, l'arbre cache la forêt, c'est une blague qu'on fait souvent dans ce cas-là, hein, mais en réalité, la forêt, c'est pas ce qu'on voit. La forêt, c'est vraiment un écosystème complexe, et comme dans tous les écosystèmes, c'est une fraction microbienne, ou en tout cas de choses très petites, quand je pense aux acariens, qui prend la main. Alors, arrivé à ce point, on peut se demander comment évaluer la pérennité ou la qualité, parce que c'était, Max, tu m'avais demandé de parler de ça, donc j'en parle, mais vous allez voir, c'est vraiment un effet de manche, parce qu'en fait, je ne sais pas faire ça. C'est des choses qui ont été tellement négligées qu'aujourd'hui, on n'a pas d'évaluateur, on n'a pas d'indice. Si, alors, je connais des gens qui sont capables de vous calculer le nombre d'unités mobiles d'acariens par feuille et de vous dire s'il y a ou non des acariens sur vos arbres. Mais moi, ce que je pense, c'est que la perspective pour l'évaluation, c'est pas de se transformer en microbiologiste, c'est pas d'amener des acariens. Ça, c'est une logique un peu de béquille. La logique, c'est d'arriver à trouver, par exemple, dans la végétation spontanée qu'il y a dans les forêts, notamment dans les trouées, d'arriver à trouver des indices qu'on a bien le fonctionnement habituel d'une forêt dans lequel ces auxiliaires sont présents. Je pense que la perspective n'est pas de commencer à faire des séquençages coûteux de sol ou de racines pour voir quels sont les microbes qui sont là. Je ne pense pas non plus qu'il faille introduire ces agents. Je pense qu'il faut avoir des gestes cohérents avec leur présence et ensuite avoir des évaluateurs globaux de la santé de l'écosystème forestier, comme par exemple quelle végétation compagne on a, comme par exemple des indices de croissance des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas en train de rajouter des paramètres, dans un premier temps en tout cas, à une évaluation de la santé de la forêt. J'ai voulu vous dessiner un cadre dans lequel ça se tient ou ça ne se tient pas. Et pour terminer, je voudrais m'inquiéter de la tendance à introduire des espèces exotiques, notamment sous prétexte de changement climatique. Ernest Guigné disait en 1902 que le cerisier tardif, Prunus serotina, mérite d'être propagé et d'entrer dans la composition de nos forêts. En forêt de Compiègne, c'est fait, et tout le monde connaît le bordel. Alors aujourd'hui, dans les listes régionales d'espèces dont on soutient par nos impôts en France, en tout cas, dont on soutient l'implantation, notamment dans le grand plan de relance, eh bien on trouve le chêne rouge. Je peux vous dire que mes collègues de l'Université de Gdańsk qui travaillent sur l'éradication du chêne rouge, nous, nos impôts servent à en planter. On trouve en fait des tas de choses qui s'élaguent mal, comme le Douglas.
Finalement, il y a des forestiers qui ne font pas très différemment de mes ancêtres. Ils plantent des choses qui ne s'élaguent pas. Bon. On plante des choses qui se recyclent mal, puis qui en plus sont extrêmement inflammables, avec des étés secs, c'est assez bizarre. L'eucalyptus, il est sur les listes. Le Douglas et l'eucalyptus sont sur ces listes. Alors, c'est extrêmement inquiétant comme tendance. Moi, je m'inquiète de ça pour mes impôts, mais aussi parce que ce que je pense, c'est que si notre forêt mérite d'être aidée, elle ne mérite pas d'être aidée avec des introductions. D'autant plus que les introductions, au début, ça marche, et puis un jour, il se passe quelque chose comme ça, votre Douglas devient rouge. C'est très joli au début, les forêts de Douglas rouge. En fait, c'est parce que les aiguilles sont minées de dizaines par aiguille de larves de cécidomie du Douglas qui sont en train de dévorer les aiguilles. Et là, brutalement, le Douglas, il ne pousse plus très bien. Oui, rappelez-vous, alors oui, vous n'étiez pas né. Rappelez-vous du mildiou de la pomme de terre. Quand le mildiou est arrivé sur des patates en Europe qui avaient complètement oublié le mildiou, ce fut un ravage. 1 million d'Irlandais en sont morts. Nous, ça nous a fait la révolution de 48 et ça nous a valu le Second Empire. Enfin, quand on regarde les choses de près, les introductions, c'est des aubaines provisoires. Et par contre, ça ne fonctionne pas aussi bien. Non, je voudrais terminer cet exposé en vous rappelant, comme c'est l'objet d'ailleurs d'un livre blanc récemment publié par la Société botanique de France, auquel j'ai eu l'occasion de contribuer, que l'introduction d'espèces exotiques en forêt, ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que ça présente tout un tas de problèmes, et je n'en ai mentionné que quelques-uns, mais un problème d'incongruence avec l'idée que c'est un écosystème qu'on bâtit et non pas un peuplement d'arbres. Et plus généralement, en fait, je fais partie de ceux qui prônent des migrations assistées à partir de la même ère continentale. Parce que là, si jamais je ramène des hêtres du sud de la France pour les planter dans le nord de la France, les agents qui accompagnent cette forêt, l'écosystème, il peut suivre. Et il m'assure de la résilience. Et il m'assure finalement de retrouver demain les mécanismes écologiques qui ont permis la forêt spontanément hier. Voilà, c'est ces considérations que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elles rencontreront leur public et je vous remercie de votre invitation et de votre attention.